laissait en Égypte, général s'est acharné à la poursuite de Murad Bey et qui contenait toutes les provinces de Haute-Nil jusqu'aux cataractes. Le général Dougrois commandait au Caire, le delta depuis Rosette jusqu'à Damiette. Il avait sous ses ordres le général Nus, dont le courage et l'activité suffisaient pour maintenir la tranquillité dans toutes ces vastes provinces. La saison était favorable pour l'expédition de Syrie. Elle commença au mois de janvier de 1799. Le désert qui sépare l'Égypte et la Syrie est de 80 lieues. Dans cet espace se trouvent les puits de Katir qui l'on ferma dans une forme pour que l'armée ne manqua pas d'eau. Du journée plus loin, on trouve le fort d'El-Arish qui renferme de l'eau meilleure qu'à Katir. Mais donc l'ennemi s'était déjà emparé. Il fallut en faire le siège qui fut soutenu avec beaucoup de valeur par des arnautes au nombre de 2000 hommes. On le força de capituler après 3 jours d'une attaque très vive et fut stipulé dans le traité qui se dirigerions vers Doha, mais la plupart d'entre eux se jetteront dans Jaffa et augmenteront la garnison. Il fallut donc faire le siège de cette place. Jaffa fut enlevé à ce but des jours après l'attaque. On y trouva les Arnautes qui avaient capitulé à El-Arish. Suivant les usages de la guerre en Europe, ils feront fusiller pour avoir violé la capitulation. Je ne fis point cette partie de la campagne avec le général en chef. Je les rejoignis le lendemain de la prise de Jaffa. De Jaffa, l'armée se porta sur Keifa, mais l'ennemi l'avait abandonné. Quoiqu'il y ait un fort et de bonnes murailles, on y laissa un poste peu considérable et nous nous dirigiâmes sur Saint-Jean d'Acre. Près duquel nous arrivâmes le 27 mars au soir, tandis qu'on dressait les tentes, le général en chef fut étonné d'entendre une canonnade en mer qui paraissait assez vive par son ordre. J'ai couru vers le rivage et je m'aperçus promptement que les bruits s'éloignaient. Je craignais qu'il ne fût l'annonce d'un triste événement. En entrant en Syrie, le général Bonaparte avait donné l'ordre à Maman de lui expédier par quelques briques les munitions de guerre dont il avait besoin pour le siège de vie de Syrie. Le capitaine de frégate Stanley, qui était à la tête de cette expédition, n'eut pas le soin de s'informer si nous étions maîtres de Jaffa. On avait laissé le drapeau musulman sur la ville afin d'attirer les bâtiments turcs qui auraient pu être chargés de vivres et nous donner de nouvelles de la mer. Stanley, persuadé que nous n'étions pas à Jaffa, se dirigia sur Saint-Jean d'Acre, mais le commodore Sidney Smith, qui était en station devant la ville, avec un vaisseau et une frégate, les fit poursuivre. Elle lui prit une partie de ses bâtiments. C'était à cause du prix que nous entendîmes. Le général Bonaparte ne douta pas, ainsi que moi, que l'armée avait perdu toutes ses munitions de siège. Le lendemain, l'armée établit son camp au nord de Saint-Jean d'Acre et le général en chef se posta pendant plusieurs heures sur l'auteur qui domine cette ville. À 1000 toises de distance, l'ennemi qui aperçut l'état-major essaya sur lui l'habilité de 6 canonniers. Les bombes furent tirées juste qu'une d'entre elles s'enterra à 3 pages du général en chef entre 2 de ses aides camps. Mais l'un abandonné, une autre alla tomber, écrivant 2 pieds de terre au milieu d'un groupe de soldats couchés et qui préparaient le déjeuner de 11 et qui n'étaient pas survécu un instant. La ville de Saint-Jean d'Acre est située à la pointe d'une longue de terre, fortifiée du côté de la mer par des batteries
par un pharaon qui protégeait aussi quelques pièces de canon. L'enceinte du côté de la terre se composait d'une haute muraille coupée par un tour chargé de quelques pièces d'artillerie. Des jardins entouraient la place dans une assez grande étendue, et comme ils étaient tout fermés par des cactus ou raquettes d'Égypte, de nourrissaient de peine reposaient dans la place les tirailleurs que nous assaillions à travers ces espèces d'ail. Le voyageur venu que nous avions trouvé si exact dans ces descriptions d'Égypte donne l'assurance que Saint-Jean d'Acre n'était point enterré de fossé. Cette prévention nous devint fatale. Dans le commencement du siège, plusieurs officiers de génie confirmeront cette opinion, et particulièrement le colonel Sanson qui fut blessé à la main au fond d'une espèce de ruisseau fangeux qui jugea être le fossé de la place. Après avoir battu cette tue saillant pendant 10 jours, elle se trouva percée et la brèche parut assez considérable peu qu'il donc eût possible d'y loger quelques mineurs avec un officier d'état-major. Les troupes s'ébranleront pu s'élancer au pied de cette tue, mais elles se trouveront brusquement arrêtées par un fossé de 15 pieds de large, sudit sur 12 pieds de hauteur et revêtu d'une bonne contrescarpe. Il fallut donc établir un globe de compression pour la faire sauter. Les branements eurent et le jeune Maïcha Torreno, officier d'état-major, fut chargé de pénétrer dans la tour avec 4 mineurs. D'ici, logés pendant la nuit, d'y travailler pour les percer en attendant qu'infanterie pût se rendre maîtresse du fossé. L'intrépide jeune homme et ses soldats exécutèrent l'ordre, mais l'ennemi fit un feu tellement violent sur nos troupes qu'elles furent obligées d'abandonner le fossé. Mailly et les canonniers furent tués dans la brèche.